Et puis voilà, et puis nous sommes tout simplement partis pour... Hop, oula, je dézoome trop mon truc. Nous sommes partis pour le 34e épisode de Sans Prétention. Et oui, le podcast continue son petit bout de chemin avec un épisode tous les mois, donc c'est très cool. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Anne-Charlotte dans ce podcast. C'est un véritable honneur. Waouh, n'en fais pas trop quand même, Baptiste. Bonjour. Ça va, Anne-Charlotte, t'as la forme ? Mais toujours moi, toujours la forme. C'est vrai, c'est un de tes traits de caractère que j'apprécie beaucoup et dont on aura l'occasion de reparler plus tard dans ce podcast. Non, mais c'est super cool de t'avoir sur le podcast, c'est très intéressant. Parce qu'on a une relation particulière, on n'est pas potes à la base, on s'est pas rencontrés dans une soirée ou quoi machin, parce que t'étais la directrice de la chaîne pour laquelle j'ai commencé à travailler. Donc voilà, c'est une relation qui est très rigolote et que je trouve très intéressante. Enfin, je trouvais ça super intéressant de pouvoir en parler aujourd'hui sur ce podcast. Je suis très honorée de cette invitation, de ce podcast que j'ai évidemment déjà écouté et voilà, et que je sais, alors je suis pas de manière régulière, mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est une belle initiative, donc je suis très honorée de cette invitation. T'as déjà écouté le podcast ? Oui, j'ai déjà écouté avec des gens notamment que je connais. C'est toujours intéressant quand on connaît les gens, Bien sûr. Les écouter dans un podcast où on dit beaucoup plus de choses que dans la vraie vie. Donc oui, j'ai déjà écouté et donc comme c'est une belle initiative, je ne m'attendais pas à cette invitation, mais voilà, j'en suis très honorée, je suis là aujourd'hui. On a réussi à caler ça dans nos emplois du temps chargés, tous les deux, voilà. Mais non, c'est vrai que c'est drôle, t'es pas... Je sais plus, t'es peut-être la 5e ou 6e personne à enregistrer au bureau, entre guillemets, et dans cette pièce. Donc voilà, c'est un peu le cocon sans prétention dans le bâtiment ici. Donc oui, c'est drôle parce qu'on enregistre sur le lieu, entre guillemets, à peu de choses près de notre rencontre. Aussi. Donc toi, comme j'ai dit, t'étais la directrice de la chaîne, mais t'as pas participé à mon recrutement. Parce que t'es arrivé un peu plus tard après que je sois arrivé. Ma première question, c'est qu'est-ce que t'as pensé de moi lorsque tu m'as rencontré ? Alors c'est vrai que en fait j'étais en congé maternité au moment où tu as été recrutée. Je suis partie en recruté, je suis revenue, tu étais là et tout de suite, on m'a déjà parlé de toi avant même que je revienne. Ça c'était plutôt rigolo. C'est ah oui, tu vas voir, on a recruté le chargé de prod. Il s'appelle Baptiste. Oh bah il a un super profil, il se débrouille super bien, très efficace parce que on avait eu quand même quelques difficultés sur ce poste-là, à garder les gens, à avoir quelque chose de régulier, etc. Et donc là, voilà, la manière dont on m'avait vendu Baptiste de l'Aubel, je me disais, waouh, ça va être d'enfer. Et quand je suis rentrée, j'ai en effet fait le tour. Et ce que j'ai remarqué tout de suite, c'était le sourire, le smile, et puis la bonne humeur, l'efficacité évidemment, bien sûr, mais surtout la touche d'humour. Et on m'avait pas dit que Baptiste de l'Aubel était un grand humoriste qui n'arrêtait jamais de sortir des blagues à longueur de journée, qui pouvait être un petit peu fatigant parfois, même avec toutes les blagues, mais qui du coup était dans un très bon état d'esprit. Donc c'est surtout ça que je me suis dit. Donc ça va. Donc c'était des bonnes premières impressions. C'était des bonnes ondes. C'était des bonnes ondes. Sinon, j'aurais pas accepté le podcast d'ailleurs, parce que je sais qu'on va passer un bon moment en fait. Exactement. Bah oui, non, mais c'est vrai que bon, et puis le podcast c'est pas le premier sujet de discussion que quand je parle de moi et quand je me présente machin, mais non, c'est vrai que c'est cool. Et oui, tu passes après Antoine, après Cyril, après Romain, après Pauline aussi, et puis après Maxime aussi, dernièrement Maxime, et je pense que tu passes avant Stéphane aussi, qui n'est pas encore au courant, mais peut-être qu'il sera au courant à posteriori. Via ce podcast. Il va peut-être arriver aussi ici dans pas trop longtemps. Donc tu disais que t'es arrivé après ton congé maternité, quand on s'est rencontrés, ton deuxième congé maternité, parce que c'était la naissance de ton deuxième enfant. Tout à fait. Tout le monde va bien à la maison Oui, j'ai 2 enfants, une petite fille qui vient de fêter ses 6 ans et un petit garçon qui a donc 2 ans. Donc c'était il y a 2 ans où tu es arrivé un peu plus peut-être. Exactement, où tu es arrivé du coup dans nos locaux chez WEO du coup, à la télé. Et alors, est-ce que toi t'avais envie de devenir maman à la base ? Oui, moi j'ai toujours eu envie de devenir maman, ça fait très longtemps. C'est juste que j'ai fait des enfants tard parce que
Parce qu'en fait, j'ai quand même beaucoup priorisé et puis j'ai eu aussi une expérience professionnelle qui ne me permettait pas, en fait, au départ, d'avoir des enfants tôt. Déjà, j'en avais pas l'envie. De deux, j'avais pas trouvé la personne avec qui faire mes enfants. Donc, il y a quand même eu un enjeu aussi de ça. Il faut quand même trouver le papa ou voilà, ou en tout cas quelqu'un avec qui élever ses enfants et les faire. Et puis finalement, c'est plutôt bien tombé. Tout a été bien fait. Mais oui, j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants. Et donc, et j'en veux deux. J'en ai deux. Je pense que je vais m'arrêter là. Mais non, bien sûr, en tant que femme, c'était important de devenir aussi maman. Et puis, ça a donné beaucoup de sens à ma vie. Ça a revu un peu mes priorités aussi. Moi, je suis une grosse bosseuse. Je le suis toujours, hein, mais c'est juste que aujourd'hui, je laisse un peu plus de place à ma vie personnelle et notamment à mes enfants. Et je pense que ça m'a permis de trouver un meilleur équilibre dans ma vie au global. Donc, non, donc je ne regrette pas, mais oui, j'ai toujours eu envie, en tout cas, c'était prévu, quoi, que j'ai des enfants. Ok, oui. Oui, non, c'est pas quelque chose. T'étais pas anti-enfant quand t'avais 20 ans et au fur et à mesure de ta vie, tu t'es dit, t'as changé d'avis, quoi. Non, pas du tout. Je savais juste pas quand est-ce que j'allais devenir maman et je pense que je me disais aussi qu'il fallait quand même qu'avant 40 ans, que je sois quand même au moins maman, parce qu'après, c'est quand même plus compliqué au niveau de la santé. Et puis même pour s'en remettre, pour élever des enfants, plus on est vieux, ça nécessite quand même beaucoup d'énergie. J'ai ma grand-mère qui disait, il faut être jeune pour avoir des jeunes. Et c'est vrai, en fait, si t'es pas jeune, après, t'as plus de mal à récupérer, et puis t'as moins de patience. Et voilà, et donc j'ai eu ma première à 34 et puis du coup mon dernier à 38, donc bon voilà, après ça s'est enchaîné quoi, hein, mais du coup voilà. Oui, et 4 ans d'écart, c'est bien, c'est un bon âge. Ouais, c'est à peu près 4 ans d'écart, c'est le même écart que j'ai avec ma sœur et c'est plutôt un bon écart parce qu'en fait la première était autonome. Moi dans la vie dans laquelle dans la vie qu'on mène aujourd'hui avec mon ami, qui est aussi mon futur mari, on a des vies quand même qui sont très très organisées parce qu'on ne fait pas le même métier, on n'est pas sur le même rythme. Et donc, en fait, il faut quand même bien clarifier les choses et bien gérer. Et donc voilà. Ok. Donc, et 2 enfants, est-ce qu'il y en aura d'autres après ? Non, je pense pas qu'il y en aura. Non, 2, c'est bien. 2, c'est déjà bien. Tu sais, en termes d'orgas, déjà. Puis il vaut mieux bien élever ces 2-là. Et voilà. Et je me dis, 3, ça fait quand même beaucoup. Oui. Oui, non, bon, après, il n'y a pas de... Il n'y a pas de règles, chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, nous, là, on est plutôt pas mal, on essaye de trouver notre rythme, de les élever correctement, et puis, c'est du boulot d'élever des enfants. Ah oui, ça s'élève pas tout seul, hein. Ce serait bien si c'est le tout seul. Et puis, ils ont des forts tempéraments, des caractères un peu costauds, donc voilà, il faut... Et ils tiennent de leurs parents. Exactement. Exactement, beaucoup d'humour aussi, mais... Exactement. Mais du coup, il faut quand même les élever, et voilà. Ok. Et alors, sans mauvais jeu de mots, comment est né ce projet ? Est-ce que, toi, du coup, je sais que t'avais envie de devenir maman. Comment ça passait ? Vous en avez discuté ? Est-ce que ton futur mari était opposé à l'idée ? Il a fallu le convaincre ? Pour eux, il n'avait pas d'avis ? Alors non, pas du tout. On était complètement alignés. Et en fait, on est souvent très alignés d'ailleurs sur les choix de vie qu'on fait. Donc il n'y a pas eu en fait, voilà, tout s'est fait naturellement, j'ai envie de dire. Il n'y a pas eu de questions qui... Voilà. Sur le deuxième, il y a eu des questions qui se sont posées quand même parce que du coup... avoir des enfants, ça change quand même la vie. Tu t'es pas tout seul. Tu vois, tu dois quand même changer pas mal tes habitudes. Et on s'est posé quand même la question. Pour ces raisons-là, d'organisation de vie, mais aussi sur qu'est-ce qu'on va leur laisser. Il y a aussi une prise de conscience de se dire, bon voilà. Et en même temps, comme tous les deux, on a des frères et sœurs, on s'est dit que c'était important dans les choses de la vie, parfois dans les obstacles que tu dois aborder, dans les choses difficiles, dans les difficultés. C'est toujours bien d'avoir un frère ou une sœur. C'est ce qu'on s'est dit, c'est ce que nous... ce qui a été utile pour nous dans nos vies. Et donc, en fait, on s'est dit, mais si, absolument, il faut faire un petit. Et j'ai eu une fille, un garçon, le choix du roi, comme on dit. Et ils se complètent bien. Et voilà, et aujourd'hui, on ne regrette absolument pas. Voilà, on est très heureux. Ok, trop bien. Et alors, qu'est-ce que t'as appris avant de devenir maman ?
Et qu'est-ce que tu as appris ensuite, enfin, sur le tas, là, depuis que tu as 2 enfants, c'est quoi les choses, ou les principales choses, tu vois, qui changent dans ta vie aussi Ben, en fait, quand tu t'as pas d'enfant, déjà, tu fais un peu ce que tu veux, en fait. Tu drives, tu fais des tas de choses, tu vis que pour toi, en fait. Quand tu commences à devenir parent, déjà, tu te rends compte que tu es très vulnérable, en fait, parce que du coup, ça te rend vulnérable. Tu te dis que tu n'es plus tout seul dans ta vie. Ouais. Et en gros, tu as quand même la peur qu'il t'arrive quelque chose, tu vois. Ça, je l'ai jamais eu avant. Ouais. J'ai jamais eu la peur qu'il m'arrive quoi que ce soit avant d'avoir des enfants. Là, maintenant... qu'on a des enfants, par exemple, prendre l'avion devient en fait compliqué. On se dit, mais imagine, il nous arrive un truc. En fait, t'as le petit sentiment de te dire, mais s'il m'arrive quelque chose, je laisse mes enfants. Alors, peut-être avec le papa, et tant mieux si le papa est encore là. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est des questions que tu te poses pas. C'est-à-dire que ça amène chez toi une certaine vulnérabilité. Et puis, alors, aussi et surtout, l'amour fort, très fort. Parce que l'amour que tu as pour tes enfants, c'est pas encore le même que tu as pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment incroyable. C'est dingue. Moi, j'imaginais pas que ça puisse être aussi fort. Et puis surtout, tu es quand même... l'angoisse qu'il arrive quelque chose aussi à tes enfants est aussi assez forte, parce que ils sont fragiles quand ils arrivent au monde, et puis tu essayes de tout bien faire, et puis parfois un peu de fièvre et tout, et en fait tu es vite angoissé, en fait, parce que tu n'as vraiment pas envie qu'il arrive quoi que ce soit à tes enfants. Et ça aussi, mine de rien, c'est pour ça que ça change un peu ta vision de la vie aussi, et puis ça repositionne, c'est-à-dire que t'es plus tout seul, t'es plus... on vivait peut-être un peu plus égoïstement avant, c'est-à-dire que voilà, et ça faisait partie aussi de ce qu'on voulait faire, etc., certainement, mais là du coup c'est très différent, c'est-à-dire qu'on fait rien sans penser aussi à nos enfants. Oui. Tu vois, donc ça change quand même beaucoup de choses dans la vie. Ce que j'ai découvert aussi en devenant maman, c'est le pouvoir du corps humain féminin, qui est quand même... quand tu n'imagines pas ça avant d'avoir 2 enfants, avant de vivre une maternité, avant d'accoucher, etc., et surtout de les élever. Et moi, j'ai découvert la puissance et la force d'une femme, quoi, qui porte ses enfants, accouche derrière et tout de suite là, et qui finalement, voilà. En termes d'énergie, de rythme, de récupération. C'est incroyable. C'est incroyable, vraiment, pour le coup, le fait de se remettre derrière, le fait d'allaiter. Moi, j'ai allaité, donc j'ai découvert aussi que, voilà, les pouvoirs de l'allaitement sur l'énergie que ça peut t'apporter. Bon, quand on allaite sans arrêt, en fait, Oui. et pour autant, pas de fatigue. Et là, tu prends pas conscience de la puissance de ton corps. Et puis de tout ce que tu peux faire, même si c'est pas forcément facile, quoi. Et donc, moi, j'ai vraiment découvert, pour le coup, ça, et la puissance du mental. Des enfants te donnent... Alors, je dis, c'est pas une généralité, parce qu'il y a des femmes, je pense, où c'est plus difficile. Elles deviennent maman et elles sont chamboulées, et mentalement, c'est difficile. Moi, ça m'a donné de la force, tu vois. Voilà, je suis beaucoup plus forte aujourd'hui que je ne l'étais avant, depuis que j'ai mes enfants. Ok. Mais toi, tu penses que toi, tu veux pas d'enfants, Baptiste ? Si, moi j'adorerais avoir des enfants, mais faut pas être trop pressé non plus dans la vie. Non, je te conseille de pas trop te presser. Vis pour toi, fais tout ce que tu as à faire, parce que c'est différent après. Mais oui, non, mais c'est aussi par rapport à cette dimension de, tu vois, quand tu disais que ça change ta vie, ça donne pas un sens à ta vie, ça change le sens de ta vie, dans le sens où tu te raccroches à quelque chose de très simple, cet être humain, cet être vivant, il a besoin de moi pour grandir et pour être capable de se débrouiller tout seul derrière, quoi. Donc c'est ça. C'est ça que je trouve beau aussi, et c'est vraiment ce truc du sens de la vie, de se dire là il y a un truc qui a vraiment du sens et qui est vraiment intéressant, c'est aider cet être humain à se développer, quoi. C'est ça. Je trouve ça très intéressant, quoi. Lui transmettre tes valeurs, lui donner un cadre dans laquelle il va être élevé, quoi. Les choses bien, pas bien, les valeurs que tu vas mettre là-dedans. Puis ça donne aussi du sens pour tes proches, ça donne du sens pour les grands-parents, ça donne du sens pour tous les gens qui sont autour et qui... tu vois, les grands-parents, parfois c'est difficile quand ils sont en retraite et tout, et là ça redonne, ils ont de nouveau un rôle à jouer, et puis alors ils s'éclatent. C'est pas les parents, les grands-parents, c'est pas les parents. Au contraire, avec les grands-parents, tu fais ce que tu veux, et puis les parents mettent le cadre, quoi. Et donc ça change encore la donne. Et
Et donc ça donne aussi beaucoup de sens et ça redonne un petit coup de peps aussi aux grands-parents, je trouve. Est-ce que du coup, t'aimerais bien être grand-mère un jour Ah bah je l'espère. La difficulté, c'est que quand tu fais tes enfants tard, bah t'espères vivre le plus tard possible pour pouvoir voir toi-même tes enfants. Parce que si mes enfants font la même chose que moi et attendent 35 balais pour faire des gosses, tu vois, je risque de pas... Voilà, bon, ça devrait aller, mais oui, évidemment. Pour toutes les raisons que je viens de donner. J'aurai un autre rôle à jouer et puis du coup, ils pourront faire plein de choses avec mamie. Ouais. Ah bah, là ça va être oui, parce que là t'as le quotidien où voilà, toi tu fais les trucs chiants, mais bon, dès qu'ils sont chez les grands-parents, c'est les vacances bien sûr. aussi Oui, c'est ça qui est intéressant chez les grands-parents, c'est qu'ils peuvent faire souvent d'ailleurs quand tu récupères les enfants des grands-parents, il faut que tu remettes un petit peu les choses d'aplomb, quoi. Bah là on n'est plus chez papy mamie, là c'est ici, les règles c'est comme ça. Demain matin on va aller à l'école, voilà, il va falloir se lever, ça va être chiant. Voilà, on va se coucher à telle heure, non on mange pas de bonbons avant le repas, enfin tu vois des trucs, bon voilà, c'est évident, mais après ça fait partie du jeu. Puis c'est pour ça qu'ils aiment bien y aller en fait, tu vois, ça crée aussi d'autres relations. Oui, c'est des dynamiques différentes et c'est ça qui est cool aussi. Ouais. Et est-ce que du coup dans la manière d'élever et de faire grandir tes enfants, t'essayes de leur donner que les meilleures parties de toi-même pour que ça soit des super êtres humains je pense que tout le monde essaye. C'est un peu ce truc d'amélioration continue. Après, si tout le monde y arrivait, on devrait être des générations de zinzin. Parce que toutes les générations qu'il y a eu avant nous, si elles nous ont filé que le meilleur, on devrait être super. Je pense que... On a encore quelques défauts, quoi. Je pense que tu essayes surtout de transmettre ce qui, toi, t'as pas plu ou t'as manqué, ou tu vois, je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est pas tellement... Tu vas leur donner le plus possible tout ce que tu fais de bien et tout ce que t'es de bien, mais c'est plutôt, tu vas essayer de leur donner tout ce que t'as peut-être pas reçu en te disant, je vais pas refaire la même erreur, ou en tout cas, je vais pas refaire la même erreur qu'on a fait avec moi. Et c'est plus dans cet esprit-là. Donc oui, non, mais c'est sûr qu'on donne le plus possible de positif. Après, on est ce qu'on est. On a nos propres défauts. Il y a peut-être des choses qu'on fait pas bien. Après, on fait ce qu'on peut, en fait. Quand on est parent, on apprend un truc. C'est qu'en fait on fait ce qu'on peut parce que c'est pas évident et parce que on n'a pas donné un mode d'emploi au départ, donc en fait t'apprends beaucoup par toi-même aussi. Il faut surtout se fier à soi-même et puis en fait t'entends tout et son contraire et des gens qui te disent moi je faisais comme ça, moi je faisais comme ça, et en fait ce que tu apprends quand t'es parent c'est je fais comme j'ai envie de faire, comme je peux faire, et puis en fait ne me jugez pas, quoi, tu vois. Et ça rien que pour ça, je suis contente de les avoir fait assez tard parce que du coup, j'avais déjà fait ma propre vie avant de plein de choses, ma propre expérience. Et finalement, en fait, je me suis fiée à mon intuition et du coup, je trouve que c'est bien de se fier à son intuition. Alors, ça veut pas dire que c'est parfait, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que ça marche, quoi. Donc, est-ce que c'est possible d'être un parent parfait? Non, tu peux pas être un parent parfait. Non, parce que... personne n'est parfait déjà, tes enfants eux-mêmes ils seront pas parfaits et vaut mieux qu'ils le soient pas à la rigueur. Si tout le monde était parfait, je pense que ce serait lisse, quoi. On a le droit de pas être d'accord, on a le droit d'être un peu en colère parfois, aussi bien les enfants que les parents. Enfin voilà, moi je trouve que c'est sain tant qu'après on garde de la communication, qu'on arrive à se parler, qu'on arrive à, tu vois, et on arrive à grandir tous ensemble, en fait, tu vois. Tu grandis encore en fait avec tes enfants. Donc c'est ça qui est plutôt bien. Et tu en as rapidement parlé avant, mais est-ce que tu es plus stressée depuis que tu as des enfants? Oui. C'est stressant d'avoir des enfants? C'est stressant d'avoir des enfants parce que tu as toujours un truc qui se passe avec des enfants. Faut se dire que voilà, tu peux tout prévoir, il y a toujours un truc. On peut t'appeler à n'importe quel moment en disant votre fille a de la fièvre. Et là, tu te dis qu'est-ce que ça va être. C'est super. Tu es beaucoup plus stressé pour plein de choses. Évidemment, même si tu apprends à vivre avec. Moi, je sais que le papa des enfants, et lui travaille dans le milieu des urgences, enfin il est pompier, lui est beaucoup plus stressé encore que moi, parce que lui, de ce qu'il voit, parfois il s'imagine tout de suite des trucs, ça prend des proportions. Lui qui a beaucoup de sang-froid dans son travail, avec les enfants, dès qu'il se passe quelque chose, waouh, qu'est-ce qu'il va... Il y a aussi une déformation professionnelle. Moi, je me trouve pas plus stressée que ça, et j'essaye de pas être trop stressée non plus. Mais lui, il est beaucoup plus. Mais après, avec des enfants, tu peux jamais savoir ce qui va se passer. Oui, la surprise, les bonnes comme les mauvaises. Oui, plus de mauvaises, mais après, c'est pas pour autant que c'est grave, hein, parfois. Hein, oui. Mais bon. Non, mais oui. Mais on s'inquiète. Votre enfant est en train de vomir, là. Oui, il a une gastro, et tout. Il va survivre, hein. C'est chiant, mais il va survivre. Ouais. Mais est-ce que t'es une personne stressée au quotidien de base,
Ou t'étais très chill avant Je dirais pas que je suis chill. Je pense que j'ai une certaine anxiété sur certaines choses. Mais je le montre pas parce que j'ai appris à gérer mon stress. Donc ça se voit pas. Mais non, je dirais pas que je suis quelqu'un de chill. Pas du tout. Je suis quelqu'un qui est quand même un peu anxieux, qui réfléchit quand même à pas mal de choses. Non, j'ai toujours un peu de stress. Ça peut être du bon stress. Mais j'en ai conscience et je le gère bien, je pense. Du coup, ça se voit pas. Ouais. Et du coup, le fait de... Et je le communique pas, du coup. Surtout, j'ai appris à pas communiquer mon stress. Et je pense que ça, c'est important. Ouais. Oui, je pense qu'on l'a remarqué un peu en te côtoyant professionnellement. Oui, non, mais... Parce qu'il y en a du stress, surtout dans notre travail. Il y a du stress. Enfin, il y a des deadlines parfois, il y a des choses où... Mais en fait, on apprend finalement à le gérer, à le canaliser, à ne surtout pas le transmettre. Parce que si tu arrives à transmettre du stress, alors là, c'est foutu. Oui. Surtout dans le milieu professionnel, parce que les gens se sentent pas à l'aise, tu vois, et du coup, Oui, c'est là où c'est important si chacun bloque à son étage, entre guillemets, la pression ou quoi, au moins il y a moins de pression petit à petit. Et quand t'es en bas de la chaîne, entre guillemets, t'es censé ne pas avoir de pression sur toi. C'est ça. Puis après, en fait, je me dis toujours, alors les choses me stressent, mais par contre, je suis d'un éternel optimisme. Donc en fait, même si ça me stresse, je me dis, bon, voilà, ça va le faire, quoi. Ben, tout roule, quoi. Oui. Ça va aller. Je me dis tout le temps que tout va aller, quoi. Donc, c'est aussi ce truc de dire que dans nos métiers, entre guillemets, rien n'est grave. Au pire, ton taf il est pas fait, t'es pas... tu vois, c'est le truc de tu sauves pas des vies. Ah bah non, c'est sûr. Non, et puis d'autant plus quand tu as des enfants derrière où là il peut se passer des trucs graves, tu dis bon bah c'est pas grave. Tu relativises, ouais. Et on a loupé ça, il y a pas mort d'homme. Oui, non, il faut relativiser, bien sûr. Et t'en parlais un peu avant de l'équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Est-ce que c'est quelque chose que t'as réussi à trouver comment ça se passe aujourd'hui là-dessus? Ouais, je l'ai trouvé parce que de toute façon t'es forcé de le trouver déjà. Quand t'as 2 enfants et un mari pompier, tu dois forcément gérer un peu plus tes enfants. Donc c'est évident que t'es forcé de le trouver, et de 2 aussi t'as envie de le trouver. Moi, le travail a toujours été important dans ma vie parce que c'est un travail passion, un métier passion, et que je dis souvent aux gens qui m'entourent, mais moi, quand je travaille, j'ai pas l'impression de travailler, et c'est une réalité. Non, mais c'est une réalité, c'est-à-dire que parce qu'en fait, j'ai vraiment pas l'impression de travailler, et qu'en fait, ça m'anime. Le travail m'anime. Ce qu'on fait au quotidien, rencontrer des gens, réaliser des choses, des vidéos, des émissions. Des projets, monter des projets, etc. Tout ça, c'est ce qui m'anime. Donc, j'ai pas l'impression de travailler. C'est pas tout à fait le même point de vue quand tes proches sont à côté. Pour eux, tu travailles, pour le coup, tu travailles vraiment. Oui. Donc, c'est pas toujours évident pour eux de comprendre. Mais j'ai toujours beaucoup travaillé. Et là, le fait d'avoir des enfants, t'es obligé de revoir finalement ton équilibre de vie. C'est-à-dire que je travaille toujours beaucoup, mais c'est-à-dire qu'il y a des moments où non, ce moment-là je suis avec mes enfants, je finis un peu plus tôt là, voilà, j'essaye de tout le temps être là au moins pour le coucher. Si je suis pas là, j'essaye de rattraper le coup. Le week-end, je suis quand même là. Enfin, tu essayes d'équilibrer pour avoir des moments très quali avec tes enfants, et qui te permettent du coup d'équilibrer les choses, et c'est pas plus mal, quoi, en fait. C'est pas plus mal. Mais c'est vrai que j'ai eu une époque où je me posais même pas la question, et où en fait je bossais énormément en fait, et puis toujours, comme je suis toujours très volontaire, finalement, comme j'étais seule, je me disais vas-y, j'y vais, quoi. Moi ça m'intéressait. Bien sûr que je peux faire ça. Aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui je raisonne avec le souci de me dire faut quand même que tu sois quand même là, c'est normal, tu vois. Mais ça s'est fait naturellement en fait. Tu le fais naturellement, forcément. T'arrives plus facilement à prendre des pauses aujourd'hui ou à finir plus tôt, même si j'ai pas fini un truc, après je profite d'eux, et puis après le soir je peux rebosser. En fait, j'organise différemment. T'organises différemment aussi. Okay. Ce qui te permet parce que voilà, t'as quand même du boulot à faire. Le boulot il est là, donc en fait tu le fais, mais tu le fais à un autre moment, tu le fais différemment, tu gagnes en efficacité aussi, parce que voilà, et puis après tu fais d'autres choix. Tu organises. Tout est une question d'organisation. C'est pour ça que ça marche. Non, mais si, c'est vrai. Enfin, en tout cas, moi, dans ma vie, c'est comme ça que ça fonctionne. Et tu as développé aussi une nouvelle organisation. Enfin, petit à petit, je me dis que dans ta vie, tu es de plus en plus organisé pour... Ah t'as pas le choix. Oui. Il faut tout le temps que tu anticipes un peu. On parle beaucoup de charge mentale. Moi, j'ai la chance de partager la charge mentale avec le papa, quand même, parce que comme il est pompier, il est quand même souvent là. Donc ça, c'est quand même un avantage. Il est pas là sur des moments où... Il est pas là un jour sur 3. Donc un jour sur 3, je gère pendant 24 heures. Donc voilà. Mais après, les 2 autres jours, j'ai la chance qu'il soit là. Donc c'est là où, du coup, c'est pour ça que tout est une question d'orga. Un jour sur 3,
la journée est différente. Donc voilà. Mais comme elle est prévue d'une année sur l'autre, enfin elle est prévue de longue date, en fait on sait précisément, on peut tout prévoir en fait. Donc tu organises tout en fonction. Et donc ça c'est après pareil, là après ça devient naturel, je te pose même plus la question au final. Et est-ce que tu as toujours été organisé ou c'est venu avec le temps Bon, j'ai pas toujours été... Si, j'ai toujours été un peu organisée quand même, parce que... Mais bon, pas non plus de manière intensive, là, t'es obligé. Parce qu'en plus, là, t'en as 2, donc il faut quand même bien organiser, bien prévoir tout, bien, tu vois, la bouffe, le machin, enfin... Non, ça te rajoute quand même un peu de couches, quoi, à organiser, on va dire. Je pensais que c'est bien d'avoir une base d'orga quand même à la base. Oui, c'est ça. Pour petit à petit rajouter des couches, quoi. Pour qu'après, hop, ça tienne dans le temps, en fait. Okay. Mais puis en plus de ça, quand t'as des enfants, t'es sur des routines, en fait. Donc, en fait, ton orga, elle tient aussi à la routine que tu vas mettre en place. Plus t'as une routine... Enfin, moi, j'ai des enfants qui ont besoin de cette routine. Si tu dérives un peu de la routine, ça devient le bazar. Et donc, c'est ça. Cette routine, elle fait partie intégrante de mon orga. Après, ça aussi, c'est pas une généralité. Il y a des parents qui ont peut-être pas de routine, ou en tout cas, voilà. Mais moi, j'ai des enfants qui, si tu dérives un peu, ça marche pas. Et donc, du coup, je dérive le moins possible. Mais même en termes d'horaire, on a tous des souvenirs étant petits de se dire, ah oui, il y avait cette heure-là où on faisait ça, cette heure-là, et on allait se coucher toujours à la même heure, machin. Oui, tout le temps. Et puis au final, tu dis oui, ça nous faisait chier, mais même pour les parents, c'était pratique. Et c'est utile pour eux, et c'est utile pour nous aussi, parce qu'il y a un moment où, par contre, c'est le temps des parents, donc là, tu vas te coucher, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça commence dès le plus jeune âge. Dès que tu peux, bam, tu mets en place la routine, comme ça, au moins. Puis ça te laisse du temps aussi pour toi, parce que sinon, t'en as pas. Donc, c'est important. Et justement, tu en as parlé un peu. J'aimerais qu'on parle un peu de ta vie professionnelle, de savoir comment Anne-Charlotte est devenue la Anne-Charlotte d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Est-ce que tu as fait des études à la base? Oui, j'ai fait des études. Qu'est-ce que tu as fait comme études? Des études, alors j'ai fait pas mal de trucs différents. J'ai fait des études d'histoire d'abord au départ. En fait, j'ai tenté les concours des écoles de Sciences Po. Ok. Que je n'ai pas eu, mais sans regret. Derrière ça, je suis partie. En fait, j'étais passionnée d'histoire. Je me suis dit, bon, je voulais faire à ce moment-là, on disait un DUG et on disait une licence déjà, une licence d'histoire. Et je vais partir là-dedans. Déjà dans la région à la base? Oui, j'étais déjà dans la région. Okay. Et en fait, je me suis dit, je vais faire ça dans l'idée de partir à l'étranger. Donc en fait, je suis partie en 3e année d'histoire, mais plutôt histoire et affaires européennes au Danemark. Donc j'ai vécu une année à l'étranger dans le cadre d'Erasmus. Okay. C'était vraiment ma volonté. C'est-à-dire, je me suis dit, je vais prendre l'histoire, sachant que c'était un peu une voie de garage, histoire. Donc c'était juste pour partir à l'étranger. Une voie de garage. Un peu, parce qu'on sait que voie de garage, c'est-à-dire quand tu fais histoire, soit tu fais des recherches en histoire, soit t'es prof. Au final, c'est un peu les deux voies qui... Voilà. Ou alors, comme si t'es passionné, tu te dis, finalement, ça me va bien de faire des études comme ça, et après, je bifurquerai, et surtout, je pourrais partir à l'étranger. Okay. Donc, j'ai fait ça à Lille 3, et quand on arrive à Lille 3 après le bac, je vais te dire que là, on découvre. Parce qu'à l'époque, quand je parle de ça, c'était il y a 20 ans, c'était quand même pas pareil qu'aujourd'hui, tu vois. Lille 3, c'était vraiment à part. Et t'habitais déjà à Lille J'habitais à Lille dans la métropole lilloise, et donc j'allais à la fac de Lille 3, et donc une année du coup au Danemark, à Aarhus, là où, alors c'est pas Copenhague, mais ce qu'on dit, c'est la ville qui est sur le continent, parce que Copenhague, tu traverses un pont, là c'est vraiment sur le continent, c'est un peu plus au nord. Okay. C'est une ville étudiante, très belle, très sympa, et donc j'ai passé 1 an, et puis quand je suis revenue, j'ai quand même fait un master, parce qu'une maîtrise d'histoire, j'ai une maîtrise d'histoire en fait, et puis après j'ai refait un master. Et attends, du coup, l'histoire, c'était une période particulière ou c'était... Non, là, pour le coup, c'était vraiment toute l'histoire, parce que tu vois vraiment tout. Aussi bien l'antique, que le contemporain, que le moderne. Enfin, vraiment, tu vois tout. Après, tu peux te spécialiser, etc. Moi, je me souviens que j'avais fait une maîtrise d'histoire et j'avais fait un mémoire, parce qu'à ce moment-là, j'avais fait un mémoire. Alors, j'étais quand même allée au bout, même si je savais que je refaisais un master, parce que je voulais plus faire ça, Et j'avais fait un master sur la crise de la communauté européenne de défense, la CED, dont on parle encore beaucoup aujourd'hui. Okay. Et donc, j'avais pris comme prisme de parler de cette crise, mais vu à travers la presse régionale. Donc, j'avais déjà un lien avec la presse régionale. Et donc, j'allais aux archives départementales du Nord. Puis, je travaillais sur ce mémoire. Bon, finalement, je suis allée au bout de ça, mais pour refaire un master, mais plutôt sciences politiques, action publique.
Et ensuite, après, un Master 2, sciences politiques, métier du journalisme. Donc en fait, je suis allée au bout d'un cursus universitaire classique. J'ai pas fait d'école de journalisme reconnue. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai jamais tenté les concours. Parce qu'en fait aussi, j'ai commencé à écrire tôt. Ok. Et qu'en Des gros, articles de presse, oui, j'écrivais des articles. En fait, j'étais pigiste pour La Voix des Sports depuis pas mal de temps, parce que je faisais beaucoup de sport et du coup, je voulais devenir journaliste. J'ai toujours voulu devenir journaliste. Et donc, j'ai commencé à écrire des articles assez tôt, en tant que pigiste pour La Voix des Sports. Donc, je traitais tout un tas d'événements sportifs le week-end, que ce soit le football amateur en Coupe de France, le volleyball à Tourcoing. Enfin, j'ai fait des tas de choses. Et finalement, je me suis toujours dit, le jour où j'aurai plus de temps, je vais réussir à rentrer et je vais continuer à écrire, etc. Et voilà. Mais après, je me suis dit aussi, en études, c'est bien quand même d'aller jusqu'au Master 2. Et donc, je me suis arrangée pour faire un Master 2 pro. C'est-à-dire que j'ai pu faire des stages. Ce qui me manquait finalement, c'était de faire ma petite souris et d'aller voir d'autres structures. Ce que j'ai fait. Okay. J'ai fait un stage à la voixdesports.com à l'époque où le site Voix des Sports venait de se lancer, donc vraiment très digital. Donc on démarrait sur le digital. Donc se retrouver pendant 2 mois avec une super équipe à mettre en ligne pas mal d'articles, etc. Donc c'était vraiment déjà, c'est ce qui m'intéressait évidemment parce que c'était très innovant à ce moment-là. On était vraiment sur les débuts. Okay. C'était en quelle année ça ? C'était en 2009. Ok. 2009. Et donc j'ai fait ça pendant 2 mois et puis j'ai fait un autre stage dans une chaîne qui venait de se lancer, c'est-à-dire que je ne suis pas arrivée au tout démarrage de WEO, la télévision Nord-Pas-de-Calais à l'époque, mais je suis arrivée 1 ou 2 mois après le début. Okay. Pour un stage. Je suis rentrée comme stagiaire là-bas. Ok. Et de là, après le stage, j'ai fait des CDD de remplacement. Alors, je continue à travailler comme pigiste à La Voix des Sports. Donc, je faisais WEO la semaine en stage, La Voix des Sports en pige le week-end. Ça pendant pas mal de mois. Et puis, un jour, il y a une nana qui était en CDI, qui travaillait pour WEO comme journaliste, reporter d'images et correspondante sur l'Artois. Et elle partait, et puis en fait, j'ai postulé, et puis j'ai eu le poste. Et donc c'est comme ça que j'ai été intégrée. J'ai été intégrée chez WEO en février 2010. Ok. Et donc sur le secteur de l'Arajois, alors j'avais un secteur assez large, Arras, Lens, bassin minier, mais aussi les 7 vallées, le Ternois, et puis de l'autre côté, Hénin-Beaumont et le Douaisis en fait. Okay. Et donc je gravitais du coup sur ce secteur-là. Je travaillais toute seule. Et donc, je prenais ma petite caméra, mon petit micro, et je faisais des reportages à longueur de journée. On était 3 dans ces postes-là. Il y avait Maxime Cuvillier, qui du coup a lui aussi progressé, fait d'autres choses, etc. Il était sur le secteur de Maubeuge, Valenciennes, Cambrai. Et on avait Caroline, qui était du coup sur le secteur du littoral. Et on était tous les 3. Et puis on s'appelait beaucoup, parce qu'en fait, on était tout seuls dans nos trucs. Et on venait très rarement à Lille, en fait, au final. Mais moi, ça m'allait très bien. Ça m'allait bien. C'était vraiment un poste que j'aimais beaucoup. Et puis, en fait, on voyait des gens tout le temps. Donc, voilà. On travaillait beaucoup aussi, j'avoue. Parce que comme on était tout seul, il se passait toujours quelque chose sur ce territoire qui était quand même assez grand. Ouais. Donc, voilà. De là, j'ai fait ça pendant pas mal d'années. Et puis, un jour, on est venu me voir en me disant, voilà... alors, j'ai eu plein d'expériences entre deux. J'ai présenté des émissions avec et sur le Racing Club de Lens. Ça a été une partie un peu forte. J'ai découvert aussi que je pouvais passer à l'antenne. C'était pas mon objectif au départ. Oui, parce que quand tu faisais des reportages, tu filmais juste. Je filmais en fait. Et je posais ma voix. Et puis voilà. Et ça m'arrangeait bien d'être derrière la caméra et de raconter les histoires des gens et de ce territoire. Puis finalement, un jour, je me suis retrouvée face caméra. Et puis en fait, je n'étais pas trop mauvaise, entre guillemets. J'arrivais à tenir un micro et gérer le truc. Donc j'ai fait des émissions avec le RC Lens. Donc ça a été une partie quand même qui a duré un peu longtemps et qui m'a permis de découvrir un milieu que je connaissais pas très bien. Donc ça, c'était aussi une belle expérience. Puis après, on m'a proposé d'être directrice de l'info et notamment de présenter le journal. Donc ça, c'était en 2016. Et donc de revenir à Lille. Donc ce que j'ai fait, mais bon là aussi je l'ai fait, directrice de l'info ça m'allait bien, donc c'était voir un petit peu ce qu'on mettait dans le journal au jour le jour, on était sur vraiment un quotidien assez fort, mais c'était aussi de le présenter, alors ça c'était pas vraiment une envie au départ que j'avais, mais finalement bon voilà, c'était une belle expérience, ça a pas duré très longtemps parce que derrière on est venu me chercher pour un challenge plus important, et puis un beau challenge que j'ai accepté, c'était d'aller monter la chaîne WEO mais en Picardie. Ok.
Et donc je suis partie fin 2016 à Amiens, parce qu'en début 2017, exactement le 6 mars 2017, on a lancé WEO Picardie, sur du coup le versant sud de la région Hauts-de-France, et on l'a lancé, et du coup voilà, j'étais chargée de la lancer, et puis surtout de la faire connaître, etc. Et donc ça a été un boulot très 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 important qu'on a mené là. Et du coup, t'as habité en Picardie à ce moment-là alors, donc, du coup, pour WEO, donc j'ai quitté Lille assez vite, je suis partie m'installer sur Arras, j'ai vécu à Lens, je suis revenue à Lille pendant quelques mois, et puis en fait, je suis vite repartie du coup à Amiens, où j'ai vécu entre 2 et 3 ans, 2 ans et demi à peu près, le temps de lancer la chaîne, etc. Et ensuite, après, je suis revenue pour être directrice déléguée des 2 antennes, WEO Nord-Pas-de-Calais, WEO Picardie. Donc je suis revenue m'installer et à Arras et ensuite à Lille. Donc en fait, j'ai fait le sens inverse de ce que j'avais fait. Okay. Et donc j'étais directrice déléguée des 2 antennes sous la direction, la présidence notamment, et la direction de Jean-Michel Laubry, du coup, qui était le chef, et qui m'avait toujours connu, qui m'a vu évoluer finalement, et qui m'a donné aussi ma chance. Donc voilà. Trop bien. Ouais, quel parcours Et c'est un parcours, c'est vrai que finalement il m'est arrivé plein de choses, et en fait j'ai toujours tendance, c'est pour ça que quand j'étais chez WEO, je disais toujours bien sûr que nous allons prendre des stagiaires d'observation et des stagiaires, parce que pour moi j'avais commencé comme ça en fait, j'avais commencé sur des stages, et je dis que les stages sont extrêmement importants, parce que ça te permet de découvrir le métier, mais ça te permet aussi de tisser déjà ton réseau, et puis de faire tes preuves. Et moi, je suis la preuve que d'un stage, on arrive à monter finalement un peu les échelons. J'ai fait aussi des choix, hein. J'étais journaliste, reporter d'image, et puis en prenant des missions plutôt de direction, j'ai un peu mis de côté. Alors, mis de côté, oui et non, je suis toujours restée journaliste, et je le suis encore toujours aujourd'hui, même dans mes nouvelles fonctions. Mais en fait, c'est moins le quotidien, en fait. Mais ça, c'était aussi un choix j'avais envie de faire autre chose, et donc voilà. Donc à chaque fois que j'ai commencé à me poser la question de me dire, mais qu'est-ce que tu vas faire, t'as un peu fait le tour, finalement on me proposait quelque chose de nouveau, et donc j'ai eu aussi de la chance finalement de tout le temps être au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, et voilà. Donc voilà pour la partie WEO. Dernièrement, depuis 7 mois, j'ai rejoint la Voix du Nord, 8 mois même bientôt, j'ai rejoint la Voix du Nord. Là aussi, là, ça, c'était quelque chose qu'on travaillait depuis un moment, parce que du coup, les équipes de la Voix du Nord, j'avais déjà l'habitude de travailler avec elles. Et puis finalement, il y a eu une création de poste. Et donc, j'occupe en effet le poste de directrice innovation et développement. Donc, développer pas mal de projets, nouveaux formats, nouveaux concepts, nouveaux temps forts, donc pour la Voix du Nord. Et donc là aussi, nouveau challenge. Et j'avais besoin d'un nouveau challenge, donc ça tombait plutôt bien. Et donc voilà. Il faut que tu aies un nouveau projet tous les 4-5 bien. ans. Je suis pas carriériste, mais par contre, j'aime bien avoir de nouveaux projets, nouveaux challenges. Je suis quand même quelqu'un qui aime bien les challenges. Mais je pense que tout le monde aime bien les challenges. J'ai pas envie de tourner en rond dans ce que je fais. Donc voilà, donc c'est tombé au bon moment. Et est-ce que quand tu étais petite, tu avais déjà un métier de rêve en tête? Tu voulais être journaliste dans ta vie Je voulais être journaliste, reporter d'image. Je voulais faire ça. Et j'ai fait même un stage alors c'était en 5e à l'époque, les stages. J'étais pas en stage, en 5e à France 3. Je me souviens, dans les bureaux de France 3 Lille. Et j'étais emballée, quoi. Je suis sortie de là et j'ai retrouvé mon rapport de stage de l'époque, qui est hyper drôle. Je dis, le stage m'a conforté à l'idée d'un jour d'être journaliste reporter d'image, et bam, pile poil. Non, mais c'est comme quoi. Et 10 ans après, c'est vrai que moi, j'ai toujours su ce que je voulais faire. Ça, c'est une chance, c'est que je sais qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui, des jeunes qui savent pas ce qu'ils veulent faire. Moi, j'ai toujours dit, je ferais ça, et je me suis donné les moyens de pouvoir le faire, entre guillemets, quoi. Donc, ouais. Et du coup, même quand tu as commencé par faire les licences d'histoire et tout ça, c'était ce côté raconter des choses, raconter des histoires justement qui t'intéressaient. Raconter des histoires et les raconter en images. J'ai toujours eu quand même un attrait pour l'image, donc j'ai fait des courts-métrages, j'avais des activités qui, à un moment, je me suis dit, mais il faut que tu rassembles tout en fait. Donc il faut vraiment. J'avais l'appétence pour l'image, et j'avais surtout l'appétence pour raconter les histoires, évidemment, c'est sûr. Ouais, l'audiovisuel, ça t'intéressait déjà aussi. Oui, tu voulais pas juste faire du papier, quoi. Fallait que tu aies une caméra, un truc. Et d'ailleurs, je suis vite partie vers l'audiovisuel. Et si j'avais demandé un stage en télé, je me suis battue pour l'avoir, le stage, parce que c'était pas évident, parce que j'avais pas vraiment de formation quand même reconnue et tout. Mais je me suis quand même déjà battue dès le début pour essayer d'avoir ce stage, et pour montrer que j'avais des choses aussi pour, entre guillemets,
à mettre à dispo aussi. Donc non, c'était super. Mais je me souviens de cette année où quand je suis arrivée en stage, Waymo venait de se lancer, il y avait plein de projets, plein de choses et tout, c'était super. Hein. C'était vraiment super top, quoi. Et alors, et après tout ce parcours-là, aujourd'hui, il ressemble à quoi ton quotidien professionnel À mon quotidien professionnel. C'est quoi tes nouvelles missions? Comment ça s'exprime au quotidien? C'est de faire le lien finalement entre la rédaction et tous les services, La Voix du Nord, le marketing, la communication, mais aussi la régie publicitaire, sur des projets qui peuvent être de toute forme en fait. Ils sont souvent éditoriaux, même le plus possible éditoriaux, et l'idée c'est de faire le lien pour qu'on puisse proposer des choses nouvelles, innovantes, avec de la valeur, et surtout créer de la valeur avec du business à côté via la régie. Donc parfois en fait il y a deux sens, il y a beaucoup de projets qui partent de l'éditorial et sur lesquels on va essayer via la régie de trouver des sponsors, et puis il y a aussi parfois des gens qui nous arrivent de la région en disant bah voilà, ils ont envie de travailler avec la rédaction, comment on peut faire. Moi j'ai une casquette de journaliste, je suis journaliste et c'est hyper important dans mon rôle parce que je sais en tant que journaliste je suis garante de la ligne éditoriale finalement de La Voix du Nord. Je suis pas la rédactrice en chef, Stéphanie Zorn, elle a son rôle et voilà, et elle le fait très bien, etc. Mais moi du coup quand je monte des projets, etc., je sais ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Oui. Et j'ai un lien privilégié avec la rédactrice en chef qui est Stéphanie Zorn, mais aussi avec tous les autres services et tous les chefs, et puis avec ma direction aussi évidemment, pour aller développer beaucoup plus. Ça contribue aussi à la diversification un peu du média. Aujourd'hui, La Voix du Nord, c'est pas qu'un journal papier, c'est un site internet aussi, mais c'est aussi plein d'autres choses en fait. Et donc ce qu'on essaye de montrer et de mettre en place, c'est tout un tas de choses qu'on fait pas aujourd'hui, et qui du coup nous permettent de gagner en audience, de gagner en abonnés, de gagner en valeur, en chiffres publicitaires, et de gagner en fait sur tous les points. Donc en fait mon boulot c'est vraiment ça, et donc au quotidien c'est de rencontrer beaucoup de gens, de discuter avec beaucoup de gens en interne et de monter des trucs, c'est d'avoir des idées, d'être un peu créative, et ça c'est ce que j'aime parce que du coup c'est vraiment ça qui m'anime. Et puis c'est ensuite après d'aller raconter l'histoire. Moi je continue à raconter des histoires, et puis je continue aussi à présenter des longs formats. Ouais. Des longs formats sur des sujets sociétaux, sur des sujets de santé, sur des choses comme ça. Et puis, par ailleurs aussi, j'anime parfois les temps forts que nous organisons ici, je les anime. Parce que prendre un micro, ça me pose pas de problème. Et puis, j'en anime aussi parfois pour l'extérieur. Parce qu'il y a une grosse demande aussi d'avoir des journalistes qui savent modérer, animer des tables rondes, des choses comme ça. Et donc ça, je suis aussi capable de le faire. Donc ça, je le fais aussi. Donc finalement, mes journées, elles se ressemblent jamais. Mais c'est ça qui est sympa. Pas de journée type. Il n'y a pas de journée type, non. J'ai des réunions aussi, mais bon, ça, j'essaye de me mettre dans d'éviter. J'aime pas trop les réunions, donc j'évite de me mettre dans toutes les réunions. Je préfère avoir les comptes rendus parfois. Mais en tout cas, non, les journées ne se ressemblent pas. Et les rencontres, en fait, c'est ce qui m'anime, c'est surtout de toutes les rencontres que je peux faire. Et ça, c'est génial, en fait, parce que ça m'ouvre plein d'autres idées. Enfin voilà, en fait, à chaque fois que tu as une nouvelle rencontre, tu ouvres un peu le spectre de tes connaissances, de tout en fait. Et c'est ça qui est bien, quoi. Oui, et puis de par ton passif déjà, ce que tu as fait avant d'arriver là, tu as déjà le carnet d'adresses, des gens qui te connaissent et qui savent il y a aussi un réseau qui se forme. Alors le réseau, il est vraiment pour le coup régional. Mon réseau est régional. Là, d'être revenu sur l'île et vraiment en tout cas de représenter La Voix du Nord, ça m'ouvre un autre réseau encore différent que j'avais pas forcément mobilisé. Et donc ça, c'est hyper intéressant aussi, parce que moi, ce que j'aime aussi, c'est la relation, en fait. Les relations et la mise en réseau. Ça, c'est essentiel pour moi. Ouais. Donc c'est là où, du coup, je recrée aussi un réseau autour de moi et donc des opportunités pour La Voix du Nord. Et ça, c'est super. Parce qu'en fait, tous les jours, j'ai des opportunités, finalement, pour La Voix du Nord. Et ça, c'est quand même... c'est là-dessus qu'on m'attend. Donc c'est top. Mais du coup, tu fais moins de Picardie aujourd'hui? Alors, je suis plus du tout en Picardie, même si, en fait, comme j'ai encore beaucoup de contacts en Picardie, je fais le relais quand même pour nos amis du courrier Picard, parce qu'en fait, ma mission, elle est avant tout pour La Voix du Nord, mais en fait, évidemment que si il y a une notion de groupe quand même qui n'est pas inintéressante dans ce qu'on est en train de monter. Donc hier, j'étais encore avec le département de l'Oise, ce matin avec le courrier Picard. Enfin, en fait, c'est tout ça. Et évidemment, je ne vais pas du jour au lendemain arrêter de m'intéresser à toute cette belle région qu'est les Hauts-de-France, parce que en plus, je la connais très bien pour le coup. Oui, j'imagine que oui. Je la connais très très bien parce que j'ai bien vadrouillé, aussi bien dans le Nord-Pas-de-Calais qu'en Picardie, et donc voilà. Et je connais bien des gens aussi qui comptent là-bas, et donc ça c'est chouette en fait.
Et t'as jamais eu envie de te lancer en politique ? Alors, pas du tout. Alors, j'adore la politique. Et d'ailleurs, pour la chaîne Wayou, j'ai souvent animé des émissions politiques ou des débats. Parce que j'adore la politique. J'adore interviewer les politiques et un peu essayer de leur faire un peu, éviter la langue de bois, etc. C'est très compliqué quand même. Hein. C'est très ambitieux, mais c'est quand même très compliqué. J'aime beaucoup dire aux gens ça. Ce qu'ils pensent, quoi. Essayer de les faire un peu bouger de leur ligne, quoi. Mais c'est quand même très compliqué. Mais pour autant, j'aime beaucoup. Dites-moi la vérité sur ce plateau, s'il vous plaît. Non, mais bon, voilà, on essaye en tout cas, même si c'est difficile, parce que les politiques sont souvent des très très bons communicants. Mais j'ai toujours aimé. Et en fait, d'ailleurs, j'ai eu la chance à plusieurs reprises d'être invitée sur des plateaux comme Public Sénat, sur des gros plateaux nationaux. Et ça, c'était sympa, en fait, de pouvoir avoir les politiques que nous, on connaît sur le territoire, mais de les avoir dans un contexte différent, de les avoir sur des plateaux nationaux. Et voilà, ça, c'était plutôt bien, quoi. Donc j'ai toujours beaucoup aimé la politique. Par contre, je ne me lancerai jamais en politique. Jamais. Ou alors vraiment pour mon petit village quand je serai vieille et que je serai à la retraite et que j'aurai envie de m'engager. Parce que pour autant, j'admire les maires. Alors j'admire beaucoup les maires parce que les communes, c'est difficile à gérer aujourd'hui, on le voit. Et je trouve qu'il y a plein de gens qui s'y lancent et je trouve que c'est courageux parce que franchement c'est du boulot en fait, c'est du boulot. Donc je les admire mais là j'y vais pas, non. Et qu'est-ce qui te manque pour je sais pas, parce que justement t'as l'air d'être passionné par la politique, d'avoir fait les études dans ce domaine-là et tout, d'adorer rencontrer des gens, d'adorer toucher à plein de projets différents et tout. Tu sais, entre aimer la politique et puis déjà un personnage faire public. De la politique, c'est pas pareil. Hein. Oui. Non, et puis après, en fait, autant la politique m'intéresse, autant ce qui s'y passe, je trouve que c'est quand même... c'est quand même un peu fou, quoi. Donc, je te dis, non, pour moi... Et en fait, tu vois, je parlais des maires... Et pour moi, c'est une des strates en politique où finalement t'es peu politisé, ou en tout cas, beaucoup ne le sont pas politisés là-dessus, et c'est là où ça marche le mieux, parce que t'as un rapport avec tes administrés qui est quand même pas le même. Tu vois, voilà, c'est dans ce sens-là où je me dis, maire, ça a du sens, mais après tout le reste, non, c'est trop... non. Faut être trop large, enfin trop au-dessus, entre ouais, guillemets, et puis repartir à Paris sur des trucs et tout, mais j'en rêve pas du tout. Mais vraiment pas du tout. C'est vraiment pas un truc. Non, j'ai pas du tout envie de faire une carrière politique. Pas du tout. Je préfère raconter ce qui se passe dans les... Et qu'on te juge pas sur la façon dont tu racontes, qu'on puisse pas dire non mais là elle a pas parlé de ça parce que elle est de droite, elle est de gauche, machin. Carrément. Là c'est juste non, j'en ai pas parlé parce que j'ai oublié ou j'avais pas envie. Enfin voilà, y a pas de, on va pas te critiquer c'est vraiment, là-dessus. Et là je pense, et puis il faut être prêt aussi mentalement, hein, parce que la politique c'est un milieu difficile. Hein. Il faut pas croire que c'est tout beau tout rose. Hein. Ah oui, non. Bien au contraire. Donc en fait j'ai pas envie quoi, tu vois. Moi, les gens que je rencontre aujourd'hui, ils sont contents, on crée des choses sympas et c'est ça qui est sympa, tu vois, c'est ça qui est bien. Par contre, on travaille avec des municipalités, on travaille avec des agglos, on travaille avec des départements et ça, c'est aussi intéressant de voir un peu comment ils travaillent. Donc voilà, chacun après choisit en fonction de ses compétences et puis de ses appétences aussi, tu vois. Ok. Pourquoi toi, tu veux être maire maire, je trouverais ça sympa. Enfin, faudrait que j'habite vraiment dans une ville et que je sois passionné de cette ville, mais je trouve que c'est pareil, le niveau politique, entre guillemets, le plus sympa. Mais oui, après, je comprends qu'il y a des gens aussi qui se sentent appelés, entre guillemets, à se dire j'ai des visions ou j'ai des grandes idées qui peuvent pas se limiter. Et c'est aussi quand tu veux changer des choses, en général, plus tu vas haut, plus tu peux avoir un impact, plus tu peux te porter des idées. Bon, il y a beaucoup de choses que tu peux faire en local déjà, mais je veux dire, à chaque niveau a son importance. Mais oui, non, après, moi, ça me fait rire, là, avec les récentes municipales, tous les gens qui disaient moi, je pourrais être maire. Où il y a des gens qui... j'ai d'ailleurs des anciens collègues d'études qui se sont présentés, qui ont essayé d'être maire cette année. C'était rigolo de suivre un peu leur campagne et de se dire on était sur les bancs de la fac ensemble, et aujourd'hui, il y en a qui... Et en fait, là, je discutais avec un ami qui a une agence et qui accompagne beaucoup les maires au quotidien, etc. Et il a sorti un guide d'ailleurs pour les maires, parce qu'il y a beaucoup de maires qui se sont lancés dans l'aventure, et c'est très bien, mais sauf qu'ils n'y connaissent rien en fait. Et qu'il y a un moment, quand t'es maire, tu dois passer par des appels d'offres, tu dois faire des tas de trucs que tu maîtrises pas forcément, que t'as pas conscience. Et franchement, c'est un boulot extrêmement important en fait. On s'en rend pas compte, mais non, c'est énorme. Et donc, en fait, j'en discutais avec lui et il me dit, mais le nombre de maires qui n'y connaissent rien, je me dis, c'est pas très rassurant, mais après, ils vont apprendre, de toute façon, on n'a pas le choix. Après, oui.
Si t'es dans une plus petite commune où il y a moins de, enfin je sais pas, il y a pas de concurrence entre guillemets en politique, où t'es la seule personne motivée pour être maire, tu peux être élu, tu peux te faire élire assez facilement. Mais oui, après c'est sûr que ça reste un job à part entière, quoi. C'est pas juste faire des photos le dimanche avec l'écharpe blanc rouge et dire c'est moi le maire. Non, et puis après t'es à portée de claque aussi quand t'es maire, t'es à portée de baffe, parce que si ça se passe pas bien, on l'a vu dans l'actualité, parfois ça se passe pas bien. C'est aussi aujourd'hui, malheureusement, dans le contexte dans lequel on est, dans la société dans laquelle on est, les gens ils sont parfois agressifs, ils sont violents, et ouais, c'est dur quand même. Franchement, c'est dur. T'es un peu exposé, quoi. Les métiers en politique, moi j'ai fini mes études de politique, entre guillemets, par faire une sorte de mémoire, un dossier sur la communication politique, et à dire que c'était celui qui mentait le mieux qui allait gagner à la fin. Et tout. Bon, on m'a critiqué, on m'a dit que je voyais un peu trop les choses en noir, et que il n'y avait pas que tout n'était pas noir ou blanc, quoi. Ouais. Mais oui, ce côté de t'es à la fois un personnage public et tout le monde a un avis sur toi, on te demande de prendre des décisions, mais tout le monde sera jamais content. Enfin voilà, moi j'aime pas le conflit, et donc je pense que j'aimerais pas être en politique. Un maire doit essayer quand même de jouer sur, à mon avis, plusieurs tableaux quand même, et essayer de satisfaire le plus possible, mais bon, au bout d'un moment il peut pas satisfaire tout le monde. Oui, la vie en communauté, chacun a envie, chacun a des besoins sur son truc, sur son dossier, machin, tu peux pas satisfaire tout le monde, et c'est là où moi je pense que ça me plairait pas, parce que moi j'aimerais trouver des solutions qui vont pour tout le monde, et c'est pas ça les meilleures solutions souvent, quoi. Dans la vie il faut faire des choix, et c'est là où il faut prendre parti, quoi. C'est ça. Et est-ce que tu te considères comme quelqu'un de positive au quotidien, quelqu'un de positif? Oui. Une personne positive. Oui, je suis quelqu'un de très positif. Je suis rarement négatif sur quoi que ce soit. Je pense que c'est une force de caractère aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, de toujours se dire mais oui, moi j'y crois en fait. Et je suis d'ailleurs souvent la seule qui y croit, et parfois peut-être je me trompe, mais en tout cas je me dis que moi je peux pas m'en empêcher, je reste positive. Oui, non, parce que c'était une remarque, un état d'esprit qu'on partageait avec plusieurs collègues, de se dire Anne-Charlotte, même quand ça va pas, je sais pas, elle sourit, elle cherche des solutions, elle dit bon, on va faire ça, ça va passer, quoi, plutôt que te dire oui, ça nous fait tous chier, on n'a qu'à faire ça. Voilà, tu dis. Ouais, je me laisse pas abattre facilement en fait, mais ça c'est un trait de mon éducation, parce que mes parents sont comme ça. C'est toujours résilient, et plutôt se concentrer sur le positif que sur le négatif, de dire de toute façon le négatif il est là, si on se concentre dessus on va juste lui donner de l'importance. Oui, en fait c'est comment tu rebondis, et puis comment t'engages et puis quand tu manages aussi des équipes, il faut les engager dans du positif, parce que sinon ils voient pas beaucoup le sens, quoi. Donc là je suis ravie que vous ayez vu au moins ça. C'est déjà ça de prix. Mais non, c'est hyper important, parce que si tu veux engager, vaut mieux que tu sois toi, que tu y crois déjà un peu quand même, parce que sinon c'est quand même compliqué. Ouais. Et c'est quoi du coup toi ton attitude face aux problèmes en général, quand des problèmes se présentent dans la vie? Très vite en effet je trouve des solutions, en tout cas j'essaye d'en trouver, et j'en mets sur la table, et puis j'essaye de rebondir, et puis si j'y arrive pas, j'en tire les conclusions, parce que j'aime bien quand même essayer de réfléchir un peu à ce qui marche pas, et puis essayer de faire différemment en fait. Moi j'apprends beaucoup en fait, et j'apprends aussi beaucoup de mes erreurs. Ça m'est arrivé de faire des erreurs. Par contre je pense que il faut assumer quand on fait une erreur. On a le droit de se tromper, on a le droit de faire une connerie, on a le droit de pas avoir vu ça, on a le droit de... on est tous humains en fait. Et en fait je me rends compte, et j'ai toujours aussi poussé mes équipes comme ça, en me disant que finalement c'est en faisant des erreurs que parfois on progresse en fait, parce que tu te mets un peu en risque, tu sors un peu de ta zone de confort. Si tu n'oses pas, tu fais rien en fait, tu restes toujours pareil. Alors que tu te dis, ça, je sais pas, mais j'y vais quand même, en fait, tu vois. Et finalement, ça a marché. Et puis, en fait, c'était super. Et puis, en fait, voilà, tu vois. Il y a j'ai plein d'exemples qui montrent que, voilà, ça a marché, en fait. Et tant mieux. Et que, du coup, cet état d'esprit d'y aller pousse tes équipes à aussi y aller. Et puis, si ça marche pas, ok, c'est pas grave, en fait, t'as tenté. La prochaine fois, ça marchera. Ou on le fera différemment, en fait. Oui. Et je trouve que ça amène autre chose. Et puis... en fait, ça renforce le collectif aussi, je trouve, tu vois. Il y avait quelque chose, quoi. Enfin, en tout cas, chez WeHo, il y avait pas... il y avait des prises d'initiative, etc. Et on était quand même assez autonome, je trouve, à chaque niveau. Et c'est ça qui était bien, en fait. Oui. C'est ça qui était bien. Et c'était important de se concentrer justement sur ce positif, ou de chercher des solutions, des idées. C'est ça. Pour justement de ce dont tu parlais avant, le renouvellement, faire des nouvelles choses, aller vers des nouveaux projets, et se stimuler, quoi. C'est ça, exactement. Et il y a
Rien à voir, hein, mais il y a un sujet que j'aime bien aborder dans le podcast, c'est l'âge des gens. Ouais. Et toi, Anne-Charlotte, tu as passé un beau cap récemment parce que tu as atteint 40 ans. Ouais, j'ai 40 ans. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 40 ans Ben, en fait, concrètement, rien. Non, Comme ça tous fait les rien. âges. C'est juste que c'est vrai que c'est un peu une barre un peu pas attendue, parce que 40 ans quand même, tu te dis, en fait, je repense quand j'étais plus jeune et que je voyais les gens de 40 ans, je me dis, ah ouais, ils sont vieux. Et donc là, je me dis, bon, j'ai quand même passé un cap. On m'appelle beaucoup plus aujourd'hui madame qu'avant, hein, donc ça, voilà, il faut... Mais en fait, non, l'âge n'a pas vraiment d'incidence. D'ailleurs, parfois, là, ça m'arrange parce que 40, ça se retient. Mais bien souvent, quand on me demande mon âge, je suis obligée de réfléchir en me disant, mais quel âge j'ai en fait ? Oui. Parce que du coup, c'est vraiment pas un truc sur lequel je suis accrochée. Et parce que aussi, je crois que l'âge, c'est vraiment dans la tête, pour le coup. C'est-à-dire que dans la tête, dans la manière dont tu vis, voilà. Et je pense que... donc ça n'a pas trop d'incidence. Je pense que ça a plus d'incidence. Peut-être que la barre des 50 aura plus d'incidence sur moi en tant que femme, je pense, parce que ça va avec plein d'autres choses en fait. Que 40, non, finalement, c'était surtout l'occasion de faire une grosse fête. Et ça, c'est sympa. Ça, c'est bien. Bah oui, parce que voilà, c'est aussi ça. C'est à la limite, s'il y a un truc à retenir, c'est ça. C'est tu fais la fête, tu réunis tout le monde. Et puis bon, on est content, quoi. Donc c'est plutôt ça. Par contre, dans l'âge, je me suis pas dit, oh là là, je vais tout changer dans ma vie. Même si, tu vois, l'année de mes 40 ans, j'ai finalement changé de boulot. J'ai finalement... voilà, changer certaines choses dans ma vie. Donc voilà, mais sans le vouloir, en fait. C'est comme ça. Et alors, qu'est-ce qui a changé entre la vie de la Anne-Charlotte de 30 ans et la vie de la Anne-Charlotte de 40 ans ? Bah, déjà, à 30 ans, j'avais pas 2 enfants et là, j'en ai 2. J'étais pas dans le même contexte professionnel et donc voilà, donc ça change quand même des choses. Et puis bah, tu gagnes en maturité, tu apprends de toi-même, tu apprends beaucoup de toi-même. Savoir, bah, tu sais exactement où sont tes défauts, où sont tes qualités, donc tu essayes de t'améliorer aussi un peu. Même si je pense qu'on s'améliore pas vraiment beaucoup, hein, c'est compliqué quand même de s'améliorer, je pense. On change pas du tout au tout. Tu fais aussi, entre le 30 et 40, tu fais aussi du tri dans ta vie, parce que en 10 ans, il se passe beaucoup de choses. Il y a des amis, bah ouais, il y a des amis que tu vois plus, et puis il y a d'autres personnes avec qui tu noues des liens, et je pense que ça, c'est intéressant, en fait. C'est surtout ça qui est intéressant. Et puis après, bah, t'as tout ton lot de tout ce qui t'arrive dans ta vie qui fait que bah, tu te renforces un peu, tu deviens parfois peut-être un peu plus dur sur certains sujets, et puis après tu deviens beaucoup plus... Non, mais c'est vrai, c'est la réalité. Et puis tu sais surtout à 40 ans, beaucoup plus qu'à 30, ce que tu veux vraiment et où est-ce que tu veux aller. Et voilà, et t'as moins peur. Je trouve que j'ai moins peur, moi, aujourd'hui, de me dire... oui, bah en fait, si je veux ça, et ben, j'irai le chercher. Ou si je le veux pas, et ben, je le ferai pas, en fait. Tu vois, et ça, c'est plus facile aussi, en prenant de l'âge. Oui. Tu t'armes un peu plus, en fait, aussi, pour la vie, qui est pas si évidente que ça, la vie. C'est pas toujours évident, en fait. Pas croire que... Donc voilà, tu fais ton petit bonhomme de chemin. Donc il y a des choses qui changent, mais c'est plutôt positif, là aussi. C'est-à-dire que ça te donne plus de capacité, d'aptitude à voir la suite, quoi. Ouais. Oui, bah c'est l'expérience que tu emmagasines C'est ça. aussi, petit à petit. Et puis tu te nourris des gens qui t'entourent aussi, en fait. Okay. C'est pour ça que moi j'aimais bien, quand je suis revenue de mon congé mat, il y avait plein de jeunes qui étaient arrivés chez Wéo, dont toi et tout, et je me suis dit, mais c'est bien, en fait, parce que nous, mine de rien, 40 balais, bah... on n'a pas le même âge, quoi, Baptiste, tu vois, et donc d'échanger sur les sujets, voir un peu comment quelle vision ont les plus jeunes aujourd'hui, parce que 10 ans, c'est énorme, en fait, même 15 ans ou 20 ans, c'est énorme, en fait, et pas même vision, et écart générationnel, écart de... Et dans nos métiers, on a besoin quand même d'être toujours un peu, pas en veille, mais au moins essayer de comprendre, savoir, tu vois, et puis d'être connecté, en fait, quand même, à cette jeunesse. Ouais. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que même si j'ai l'impression d'être quand même un peu jeune dans ma tête et que je sais pas, j'ai quand même l'impression qu'il y a un décalage aujourd'hui, tu vois, et donc j'ai besoin de le comprendre, j'ai besoin de me confronter aussi à cette jeunesse, tu vois, et ça me plaît bien, en fait. Donc je me dis, c'est ce qui me permet peut-être de me dire que je vais pas finir vieille conne, tu vois. Non, mais c'est vrai. Pas tout de suite, Pas tout de suite. J'ai encore 10 ans devant moi. Non, mais c'est rassurant quand même qu'il y a un décalage et de se rendre compte du décalage et pas de se dire non, mais c'est bon, moi je suis toujours jeune, c'est pas des vrais jeunes. Non, bien sûr que non. Voilà, il faut pas être dans le déni non plus, hein, on prend de l'âge, quoi. Et puis après, quand mes enfants seront en âge d'être ados, de faire leur propre aussi, de vouloir faire leur propre choix, etc., ça va être encore autre chose, tu vois. Et là, j'aurai peut-être, du coup, pour le coup, 10 ans de plus, donc ça sera peut-être plus compliqué, hein, franchement. Hein. Ouais.
Faut jamais penser qu'on est arrivé, quoi, et que ça y est, hein, en fait. Hein. Vraiment, pour le coup, je pense que ça va être. Ah oui, non, la vie continue. La vie continue toujours. Il y en a qui arriveront après nous, il y en a qui étaient là avant nous. C'est ça. Il y a des gens que tu considères comme vieux, il y a des gens que tu considères comme jeunes. Et après, c'est ton état d'esprit dans lequel tu as envie de t'intégrer, etc. Dans lequel tu as envie d'être, quoi. Donc. Mais je suis d'accord pour le truc de, tu sais, pas être très conscient de son âge, en mode oui, bah, je sais que la dernière fois j'ai passé un cap, j'ai eu 40, je sais plus quand, donc je dois avoir plus de 40. Ouais, c'est ça. C'est pas, enfin voilà, c'est que des chiffres, enfin oui, il se passe concrètement rien le jour de ton anniversaire et le jour où t'es né. Ouais. Juste, voilà, tu peux dire j'ai 1 an de plus, waouh. Ouais, c'est ça. Et du coup, t'es en paix avec ton âge aujourd'hui? Oh bah complètement, oui, je me pose même pas la question. T'as pas fait de crise de la quarantaine? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Ok. Je suis en paix complètement avec mon âge. C'est la première fois qu'on me pose cette question. Je trouve que c'est une question qui est assez intéressante parce qu'il y a des gens qui sont non, tout dépend quel âge t'as, je pense. Vite, Ah, toi, tu trouves que ça passe trop vite? Bah, je trouve que ça. Non, là, du haut de mes 26 ans, je trouve que ça va. Le temps passe. Mais à chaque fois que je me dis ça passe vite, je me dis oui, mais ça passe vite, mais j'ai fait plein de trucs depuis la dernière fois que je me suis dit que ça passait vite aussi, donc c'est pour ça que ça passe vite, quoi. Mais le temps va passer de plus en plus vite, hein, si je peux te. Ah, yes. Mais vraiment. Bah non, mais moi je vois plus le temps passer en fait là. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'à ton âge, je me disais déjà ça, j'ai l'impression que ça s'accélère. Alors c'est une impression, mais en fait c'est parce que t'es beaucoup plus occupé, beaucoup plus. Enfin voilà, t'es dans une orga aussi, une routine et tout passe très vite. Ouais. C'est dingue. Mais ça, tu peux rien y faire à part profiter et puis voilà. Hein. Oui. Et puis te dire à un moment, et puis t'arrêter de temps en temps et de te dire, moi j'aime bien faire ça avec mes proches, dire waouh, ce qu'on est en train de vivre là, c'est à nous quoi. Profitons-en, prenons conscience que ce moment-là, il est pour nous. Alors soit c'est des bons moments, tu vois, mais parfois ça passe tellement vite qu'il faut savoir s'arrêter et se dire waouh, c'est super. Là où on est, c'est génial. Ou tiens, ce qu'on est en train de faire, ça nous fait du bien, tu vois. Mais il faut se le dire en fait. Moi j'aime bien prendre conscience des choses comme ça. Ça me rend vivant en fait. Oui, tu vois, c'est de pas juste avoir plein de projets et les faire passer, mais de les vivre aussi et de se dire putain, là on est en train de faire un truc vraiment cool quoi. Notamment quand tu faisais des super émissions sur WeHo, c'était putain, et là c'est vraiment bien ce qu'on fait quand même. C'était très bien mes émissions sur WeHo. Oui, non, mais je veux dire, tu vois, tu fais un super reportage, bien sûr. Tu fais un truc et tu fais bah oui, c'est quand même cool ce qu'on fait au quotidien quoi. Mais j'avoue que oui, non, mais plein de fois je me suis dit quand même dans cette vie professionnelle et vie personnelle, waouh, ce que je vis là, j'ai quand même vécu je trouve en 40 ans, de ce que je me souviens, hein, parce que quand j'étais jeune, je me souviens pas, mais j'ai vécu des moments extraordinaires, j'en ai plein en tête, tu vois, et c'est ça qui est bien. Et c'est quoi ton meilleur souvenir justement chez WeHo Meilleur souvenir chez WeHo, il y en a beaucoup, hein, c'est difficile, il y en a beaucoup. Non mais quand on dit le meilleur, c'est le premier bon auquel tu peux penser, tu vois, c'est... Parce que faire un classement, je te dis pas ah oui, bah elle a pas parlé de ça, ça veut dire qu'elle a préféré ça. Bah il y a toute la... En fait, ça a souvent été des reportages ou des couvertures de gros événements. La couverture de l'Euro, c'était l'Euro. Ouais. A été incroyable. En 2016. En 2016, a été incroyable. Ici, avec la fan zone, ça a été dingue. Ça a été dingue et ça a été hyper prenant. Et puis en fait, on était au taquet, donc ça c'était top. Couverture de les émissions du RC Lens, j'ai beaucoup aimé parce que c'était vraiment vraiment très sympa. Et puis en fait on avait vraiment ce qui m'a toujours plu chez WeHo, c'était le travail collectif, c'est à dire que c'était quand on se retrouvait sur des projets événementiels et d'émissions en direct où du coup on était 7, 8, 9, parfois 10 à travailler tous dans le même sens, et ça c'était génial. Donc c'est souvent des trucs comme ça. Le RC Lens c'était ça, mais les élections municipales, les soirées électorales, c'était magnifique. Là, c'était pas 10, c'était 20 personnes qui bossaient pour une soirée en direct, avec la petite adrénaline qui va bien. Moi, tout ce qui est montée toute l'adrénaline qu'on peut recevoir, c'est super, quoi. Et puis puis en fait, à la fin, t'es content, et puis t'as vécu un truc collectif. Moi, je trouve que c'était vraiment le collectif qui m'a marqué. Oui, parce que on a beau pas être des boîtes énormes, tout le monde fait quand même un peu au quotidien son petit truc dans son coin, sa spécialité, machin, et du coup quand t'arrives à fédérer tout le monde sur le même projet, là c'est vrai que ça fait des des étincelles. La braderie, et pendant des années on a fait des gros projets à la braderie, c'était génial en fait. Quand t'arrives à mettre tout le monde dans le même mouvement et dans le même objectif et pour la même opération entre guillemets, c'est génial parce que du coup tu découvres aussi un peu les gens différemment et puis ça crée quelque chose. Moi j'ai toujours adoré ça. Donc,
Et puis là, la vie continue, il y a plein de projets, et notamment un mariage cet été. Ah oui, je vais me marier en effet. Ça y est, la petite Anne-Charlotte va se marier. Oui, je vais me marier. Bah voilà, 40 ans, c'est l'année du mariage aussi, donc changement de boulot et vraiment, mariage. Tu t'es dit à 40 ans, là, je vais faire plein de trucs, ça va être zinzin. Non, je l'avais pas prévu, mais coïncidence. La demande est arrivée, et puis finalement le temps, elle est arrivée il y a 2 ans maintenant quand même, hein, mais du coup le temps de mettre en place les choses, etc. J'ai découvert ce que c'était que l'organisation d'un mariage, parce que moi j'organise plein de choses pour nos boîtes sur des trucs, mais c'est pas des mariages. Et là j'ai découvert, et en fait c'est un boulot monstre. Franchement c'est un boulot monstre. C'est super sympa à faire et tout, mais il y a plein de choses auxquelles il faut penser. Et c'est donc, parce qu'on a vu que t'avais encore des petits trous dans ton emploi du temps entre ton taf, tes enfants et tout ça. Et donc en fait, mais je le fais voilà comme je peux, et puis en fait ça marche, et puis tout va bien. Et puis là encore l'essentiel, c'est déjà d'avancer dans la vie perso, et parce que du coup c'est quand même pas rien un mariage, on s'unit, enfin voilà, mais c'est aussi surtout c'est le fait de le faire, de réunir la famille, les amis, les gens qui comptent, et ça c'est super quoi. Donc ça va être super en fait, ça va être trop bien. Et donc rien que pour ça, je suis contente de me marier aussi en fait. C'est que ça représente quelque chose, c'est symbolique, mais c'est aussi, on va réunir tout le monde, et en fait on en a besoin de moments où on réunit les gens autour de nous, où on vit des choses intenses. Et donc ça c'est bien, un mariage, quoi de plus intense qu'une naissance d'un enfant ou un mariage. Et je trouve ça beau aussi que du coup tes enfants vont pouvoir participer à ton mariage. Et ça, parce que c'est dans le schéma classique, on va dire. Ah bah oui, je suis pas vraiment dans le schéma classique. Les gens se marient et après ils ont des enfants. Mais je trouve ça, enfin moi je me dis, j'aurais trop aimé participer au mariage de mes parents. Et donc ma fille qui a 6 ans, alors mon fils trop petit, il s'en rend pas compte. Mais ma fille 6 ans, pour elle, c'est incroyable en fait. Et donc je vois aussi à travers ses yeux, quand il pétille et que je lui montre sa tenue ou que je lui dis qu'elle va amener les alliances. Oh, mais là, dans son regard, je vois ce que ça représente pour elle. C'est dingue, elle va s'en souvenir toute sa vie en fait. Et ça, c'est dingue en fait, tu vois. J'avais pas pensé à ça moi. Bah oui. Et donc c'est vrai que c'est plutôt sympa. Donc voilà, donc c'est un beau projet de vie aussi. Donc là on est encore en plein dedans, parce que c'est dans 2 mois et demi. Donc ça va être un beau moment, et on va réunir tout le monde autour de nous. Donc c'est chouette. Et ça fait combien de temps que vous êtes rencontrés ? Ça fait ça fait 9 ans. Ça va faire 10 ans au mois de septembre. Ok. Donc 10 ans de relation, et 10 ans le de mariage relation, est arrivé à ce moment-là. mariage arrivé là, ouais. Bon, en fait, on en avait pas vraiment parlé sérieusement, en fait. Et puis finalement, il a décidé de passer le cap. C'est rigolo, parce que du coup, c'est vrai que... Et en fait, autour de nous, on n'a pas beaucoup de gens qui se marient. Enfin, moi, perso, j'ai pas beaucoup de gens autour de moi qui... Il y a moins de mariages aujourd'hui que je trouve. Après, je sais rien, j'ai pas regardé les chiffres, mais je trouve que les gens se marient pas. Et en fait, autour de moi, du coup, j'ai plein de jalouses qui se disent, mais toi, t'en voulais peut-être même pas du mariage, mais finalement, tu te maries. Et puis... Et alors qu'elles en rêvent, quoi. C'est le rêve absolu d'avoir... alors que du coup, ça n'arrive pas. Donc, tu vois, comme quoi, il y a une espèce d'injustice qui règne, mais bon, après, c'est tout. Hein. Et c'est lui qui t'a demandé un mariage ? Oui. Il a fait ça comment ? C'était... je vais pas tout raconter, mais c'était un beau moment, dans un endroit qu'on aime beaucoup, et puis je m'y attendais pas du tout. Donc, il y avait une petite touche d'humour aussi, parce que moi qui suis toujours... qui est aussi... souvent dans les moments un peu gênants, toujours une petite touche d'humour, j'y croyais pas, quoi. Et donc, en fait, c'était plutôt rigolo. Mais ça, je le garde pour moi, parce que ça me... voilà, c'est pour... ça fait partie de ma petite histoire un peu privée, donc voilà. Et est-ce que tu veux me raconter comment vous vous êtes rencontrés, par contre ? Comment on s'est rencontrés ? Oui, c'est atypique. Moi aussi, ça je peux le raconter. On s'est rencontrés. Il y avait un incendie chez toi et le beau pompier qui t'a sauvé ce jour-là. Eh ben non, absolument pas. En fait, on s'est rencontrés sur le Bon Coin. Alors, ça peut paraître assez étonnant, mais oui, parce qu'en fait, à l'époque où j'étais revenue à Lille, lui avait un appart sur l'île. Moi, je cherchais un appart à sous-louer, et comme il venait de se blesser et qu'il devait aller faire de la rééducation un petit peu plus loin, il avait décidé de sous-louer son appartement. Et donc j'ai sous-loué son appartement, et vous avez déjà vécu ensemble dès le début, entre guillemets. Et le feeling est du coup très bien passé dès la visite d'appartement,
Et en fait, ce qui était rigolo, c'est que lui, il voulait absolument que ce soit une nana, parce qu'il s'était dit, comme je sous-loue, je veux pas que ce soit le bazar. Une fille, c'est quand même un peu plus clean et tout, machin. Et puis, il avait surtout peur qu'on lui fasse à l'envers, on sait jamais, parce que sous-louer, il y a un risque. Et en fait, moi, j'arrive, et puis je sortais, à ce moment-là, je présentais le journal, et donc j'arrive, et il me dit, bah, vous faites quoi comme boulot? Et je lui dis, bah, je travaille pour une télé. Ah bon, laquelle et tout. Alors, il connaissait pas, alors ça commençait mal. Hein, enfin, en tout cas, il connaissait, mais il l'avait jamais regardé. Donc, je lui explique ce que je fais. Il me dit, ah bon, mais c'est quelle chaîne? Et là, il met la chaîne. Tous les jours. Et après, il regardait très souvent, du coup. Et quand il a mis la chaîne, bam, c'était moi. Je passais en rediffusion du journal. Et donc là, le mec, j'ai dit, bon, bah, la fille, j'ai pas de danger. Je peux la retrouver facilement. Et finalement, ça l'a peut-être aussi. Il s'est peut-être dit, waouh, bah, dis donc, je m'attendais pas à ça. Et puis finalement, c'est comme ça que tout a commencé. Donc, sur le Bon Coin. Et il porte le même nom et prénom qu'un de mes collègues. Et donc, c'est aussi pour ça que le feeling est bien passé. C'est que la première fois que je l'ai appelé, bah, je lui ai expliqué en fait l'histoire en disant, ah, mais en fait, c'est marrant parce que là, je suis au boulot et vous portez le même prénom et donc qu'un collègue. Et on en rigole depuis tout à l'heure. Et en fait, c'est aussi comme ça que. Parce qu'en fait, il avait déjà 3-4 personnes sur l'appart. Ouais. Et en fait, il était en train de me dire, ah bah non, écoutez, il est pris, laissez tomber et tout. Puis moi, je lui raconte cette histoire-là, que je suis au boulot. À cette époque-là, je me souviens, il y avait plein de gens autour de moi. J'étais en train de raconter l'histoire et je racontais ce qui était en train de se passer. Et puis j'avais dit aux collègues en disant, attends, tu loues ton appart, tu me le dis même pas et tout. Donc je lui raconte tout ça. Et puis finalement, il trouve que quand je le raconte, bah, le feeling passe bien, ça le fait marrer. Et puis du coup, bah, il m'a rappelé, en fait. Donc Okay. en fait, il m'avait dit, non, il sera pris, j'ai 3-4 visites ce soir et tout. Et en fait, en raccrochant, il s'est dit, putain, elle avait l'air quand même très sympa. Et donc il m'a rappelé pour me dire, bah venez quand même, on sait jamais. Et puis finalement, bah voilà, on en est 10 ans plus tard presque. Donc c'est rigolo. Trop bien. Et c'était pas ta première relation dans ta vie. Et qu'est-ce qu'il y a de différent dans celle-là par rapport aux précédentes ou... Bah, là Pourquoi aussi... ça marche mieux là? Peut-être, c'est juste que vous êtes plus âgés tous les deux Bah, je pense que déjà, en effet, on a eu notre expérience avant, etc. Et puis je pense que du coup, on s'est vraiment trouvés, on se complète. On se complète fortement. Et en fait, dès le début, ça a été en fait une évidence, en fait, tu vois, tout a été simple. Et donc, ça n'a pas toujours été le cas sur mes autres rencontres et mes autres relations. Et là, tout a été simple, évident. Et finalement, ça nous a permis d'avancer plus vite qu'avec les autres. Mais je pense aussi que c'est l'âge qui veut ça aussi, c'est que tu as engrangé tout un tas d'expériences, mais quand on s'est rencontrés, tous les deux, on était un peu au même niveau, en fait, finalement, au même point. On n'avait pas d'enfants tous les deux, et pour autant, en fait, après, tout a été très vite, en fait. Mais c'était une évidence, donc c'est vrai que c'est assez bien quand ça se passe comme ça. Donc c'était un peu inespéré, je t'avoue, parce que quand j'avais visité cet appart, en plus je partais à Amiens quelques mois plus tard, et je m'étais dit, bon, bah, on verra bien, machin. Et en fait, finalement, c'est à ce moment-là que je tombe sur lui. Et d'ailleurs, quand je devais partir à Amiens, je lui ai dit, soit on part à Amiens, soit on arrête. Et puis finalement, il est venu à Amiens. Donc tout s'est fait naturellement, en fait, sans se poser de questions. Donc c'est pour ça que du coup, on en est là aujourd'hui. Ok, trop bien. Et écoute, on arrive tranquillement à la fin, à la conclusion de ce petit épisode de podcast. Super. Où est-ce que c'est quoi la suite, que ce soit personnellement, professionnellement pour Anne-Charlotte? Est-ce que tu te projettes facilement dans la vie? Est-ce que tu imagines le futur? J'imagine rarement le futur parce que je suis vraiment sur l'instant présent et que j'essaye de le vivre à fond. Maintenant, je sais qu'au niveau professionnel, on a des beaux challenges qui nous attendent. Que ça va continuer évidemment et que ça m'anime, donc voilà, donc je pense pas vraiment à l'après, mais voilà, on est en train de travailler l'après maintenant, donc ça c'est plutôt sympa. Et puis comme je viens de rejoindre finalement la Voix du Nord, en fait il y a encore tout à faire, et puis en fait voilà, je m'éclate et je suis très épanouie dans ce que je fais aujourd'hui, donc ça c'est plutôt positif. Donc je me projette pas trop, je me projette, mais du coup c'est le quotidien et donc c'est super. Et après personnellement j'ai là le mariage dans 2 mois et demi, et puis après ça va être un beau voyage, et puis ça va être aussi de faire grandir mes enfants tranquillement, et puis voilà en fait. Donc non, je me projette vraiment sur des choses très agréables en fait, et c'est ça qui est plutôt positif, tu vois. Donc oui, c'est les choses simples de la vie aussi, et pas de... Ouais, c'est ça. Le voyage est déjà prévu? Non, il n'est pas encore prévu, mais on sait qu'on en fera un beau, tu vois. Et puis voilà, mais là, on est déjà... Là, on se projette déjà sur l'événement du mariage, et après, on verra. Donc voilà, mais ça fait déjà pas mal de choses à s'occuper, tu sais. Avant de penser à la suite, on pense déjà à ça. Mais après, c'est que du bonheur, hein, franchement.
Et est-ce que tu as un conseil ou un dernier mot, un dernier message à faire passer aux gens qui pourraient écouter ce podcast? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Un message à faire passer, ouais. Un message à faire passer. Je pense qu'il faut oser. Il faut oser faire la petite souris quand on a envie de découvrir des milieux et qu'on sait pas trop comment faire. Il faut avoir un peu de culot, je pense, dans la vie, ça c'est important. Il faut aussi savoir faire confiance aux gens. Je trouve qu'aujourd'hui, les gens se font peu confiance. Ils se font peu confiance et c'est dommage parce qu'en fait, quand on fait confiance à l'autre, ça met l'autre dans une situation beaucoup plus confortable. Je trouve qu'aujourd'hui, on doit être beaucoup plus attentif aux autres. En fait, on manque d'empathie. Et donc ça, je dirais que si on peut un peu plus regarder, observer, écouter et être là pour les gens, franchement, on ferait déjà beaucoup mieux déjà dans tous les milieux. Hein. Et puis après... je dirais qu'il faut aussi savoir remercier les gens qui passent dans notre vie. Et donc, moi, j'ai eu l'occasion de le faire, mais je le refais. C'est de remercier les gens qui m'ont fait confiance, les gens avec qui j'ai travaillé. Parce que finalement, moi, je me suis pas faite toute seule, quoi. Je suis fait avec des gens qui ont travaillé avec moi, qui m'ont dit parfois, mais là, tu vas trop loin. Parfois, qui m'ont dit, ah, mais c'était génial. Ou parfois, qui m'ont, tu vois. Et donc, en fait, il faut aussi savoir dire merci et donc, ceux qui m'écoutent, ils se reconnaîtront. Tous les gens qui ont travaillé de près ou de loin avec moi ou qui m'ont fait confiance et à qui je dois beaucoup parce que du coup, j'ai beaucoup appris avec les gens qui m'ont entouré dans le milieu professionnel et dans le milieu personnel aussi, évidemment, parce que voilà, ça fait partie du truc. Et puis, je dirais aussi qu'il faut se faire confiance parce qu'aujourd'hui, les gens ont peur de se faire confiance aussi en eux-mêmes et il faut se faire confiance en fait, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner, donc voilà. Trop bien, que de beaux messages en tout cas. Bah écoute, on essaye, en tout cas c'est comme ça que j'ai envie de voir ma vie aujourd'hui. Je trouve que si on faisait tous un peu ça, on serait pas mal quoi, ce serait mieux déjà. Ce serait mieux. Dans un meilleur monde. Et puis lisez aussi évidemment l'information et informez-vous, c'est important aussi. Dans la Voix du Nord surtout. Bah vous pouvez lire la Voix du Nord, voixdunord.fr. Voilà, il y a plein de choses à faire. Avec évidemment. Le code promo Anne-Charlotte. Il n'y a pas sur de les code promo, je suis désolée. Je vais y réfléchir. Merci beaucoup Anne-Charlotte. Merci Baptiste, merci pour cette invitation et bravo pour ce podcast sans prétention qui a le mérite d'exister. 35e du coup 34e. 34e, c'est beau, bravo.